Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus. C'est un grand plaisir d'accueillir cette 5e rencontre scientifique organisée conjointement entre l'Institut Veolia et la Direction des expertises scientifiques et technologiques. On a lancé ces rencontres en 2023 pour parler de façon technique et précise de sujets scientifiques pour un public varié au sein du groupe, certains des experts de nos équipes scientifiques, mais d'autres pas, simplement qui s'intéressent. Donc l'aspect vulgarisation est très important parce que les grands enjeux de la transformation écologique qui concernent vraiment tous les métiers du groupe, l'eau, l'énergie, les déchets, le recyclage, sont très liés à ces connaissances scientifiques qu'il est bon donc de partager. Et nous faisons venir donc depuis 2023 des grands experts de renom, commencé avec le professeur Yves Lévy. On a eu récemment Alexandre Joly pour nous parler de l'hydrogène et Mary Wilson sur les pandémies, à la diffusion des pandémies à l'âge du changement climatique, n'en déplaise au président américain. Et donc aujourd'hui nous revenons aux questions de la santé environnementale au travers d'un sujet fondamental qui est le socle de nos besoins essentiels quand même, qui sont l'alimentation, nourrir la planète, l'eau, la biodiversité, qui est la santé des sols. Alors évidemment, ce sujet s'inscrit parfaitement dans la stratégie Green Up du groupe. Alors vous êtes venus nombreux, on a presque 200 personnes qui nous écoutent en ligne, parce que c'est vraiment un sujet important. Je salue aussi Paul-Antoine Seb, le patron de Veolia Agriculture ou Agriculture Service, on verra, de Veolia Agriculture et agriculteur lui-même. Et puis un invité un peu exceptionnel de l'externe, qui est notre ami Éric Orsena, académicien, grand conteur lui aussi, grand auteur, qui s'intéresse beaucoup à ce sujet, qui connaît très bien notre orateur et qui refait un livre sur l'eau auquel nous participons. Parce que pour aborder ce sujet stratégique et passionnant, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin le professeur Marc-André Sellos, grand expert international de la santé des sols, microbiologiste, écologue, mycologue, botaniste. Marc-André Sellos est professeur, et là je commence la liste, le Muséum national d'histoire naturelle à Paris, aux universités de Gdańsk en Pologne et de Kunming en Chine, où il dirige des équipes de recherche. Il a enseigné au Brésil. Il est chargé de cours à l'École normale supérieure, à Sciences Po et à HEC, donc en matière de pédagogie, ça doit pouvoir le faire. Ses travaux de recherche portent sur les associations à bénéfice mutuel, la symbiose, et ses enseignements couvrent les plantes, les microbes, l'écologie et l'évolution. Il est également président de la fédération Biogé, qui promeut, qui vulgarise les sciences du vivant pour la société. Il est membre de l'Académie d'agriculture de France, de l'Institut universitaire de France, et il édite 4 revues scientifiques internationales et une revue de vulgarisation, Espèces, dédiée aux sciences naturelles. Et je parlais avec quelqu'un dans la salle, si on l'avait eu dans nos cours, plutôt peut-être que les vocations auraient été différentes. Donc il partage aussi son savoir à travers des conférences, des vidéos, des documentaires, des articles, des podcasts et j'en passe. Et certains d'entre vous l'avaient sans doute vu, aperçu quand nous avons fait en décembre dernier, en partenariat avec le collectif Racine, où nous avons projeté un très beau film, Leur chant du cœur, voilà, sur l'agriculture et ses enjeux. Bref, vous voyez qu'on n'a pas de meilleur expert sur la question. Il sera interviewé par Emmanuel Soyeux, notre expert en eau et environnement de l'ADEST, et qui va vous être présenté par Anne Guéraud. Et donc, bonne conférence. Bien, merci Daina pour cette introduction qui pose parfaitement le cadre et l'esprit de ces rencontres scientifiques. Et merci à vous tous d'être présents aujourd'hui donc pour cette 5e édition, comme l'indiquait Daina. Donc,
pour nous, en fait, ces rencontres sont vraiment précieuses parce qu'elles nous permettent d'avoir un moment de partage et d'échange avec d'autres scientifiques, donc sur des sujets qui peuvent être émergents. Aujourd'hui, on ne sait pas si on peut vraiment parler de sujets émergents, mais en tout cas, qui sont des sujets qui vont nourrir nos programmes de recherche de demain, car on a encore beaucoup à faire sur ce sujet de la santé des sols. Et donc, c'est exactement ce qui nous passionne, c'est d'anticiper les défis qui attendent nos métiers de demain et de savoir comment y répondre au sein de Veolia. Donc, nous nous intéressons en ce qui concerne le département des expertises scientifiques et technologiques depuis déjà quelques décennies, puisque nous avons des projets ou des programmes de recherche sur ces sujets de santé des sols depuis déjà 25 années. Emmanuel Soyeux vous en dira quelques mots tout à l'heure. Et force est de constater que nous avons encore beaucoup à faire et que aujourd'hui, comme l'indique le titre, il y a urgence. Mais alors, comment mesurer la santé d'un sol? Quelles sont les conséquences d'un sol appauvri pour notre alimentation, pour la prévention des événements climatiques, pour la préservation de la biodiversité? Que fait le législateur à ce sujet? Et surtout, a-t-on des solutions concrètes pour les restaurer? C'est autant de questions auxquelles aujourd'hui nous vous proposons de répondre avec l'intervention de Marc-Antoine Sellos, que je remercie d'avoir accepté de participer et d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, je vous le disais, des programmes de recherche ont débuté il y a plus de 25 ans, notamment avec notre programme phare Cali Agro, que nous menons en partenariat avec l'INRAE, donc l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, avec des essais de très longue durée qui s'instaurent sur le plateau des Alouettes dans les Yvelines. Bon, j'en dis pas plus parce qu'Emmanuel vous en parlera, et aussi avec d'autres projets de fertirrigation ou de programmes Nutriloop. Donc c'est Emmanuel Soyeux qui assurera aujourd'hui donc les échanges scientifiques avec le professeur Sellos. Emmanuel qui est donc expert thématique au sein du département des expertises scientifiques et technologiques depuis plus de 20 ans, qui est donc expert en risques et impacts environnementaux, ingénieur agronome diplômé de AgroParisTech et titulaire d'un master en sciences et technologies de l'eau à l'Université de Paris-Est-Créteil, qui va donc nous guider dans cet échange scientifique et nous permettre de comprendre pourquoi il est urgent d'agir pour la santé des sols. Et je vais laisser la parole à nos deux invités. Donc, merci Dina, merci Anne pour cette introduction. Donc, merci Marc-André Sellos de nous faire l'honneur d'être là. Donc, on va enchaîner rapidement sur les quelques questions qui permettront de dérouler et de comprendre les questions qui se posent sur les sols. Donc, tout d'abord, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que l'on entend par santé des sols et quels sont les critères que l'on utilise pour évaluer cette santé des sols? La santé des sols, c'est une façon de comprendre que le sol, c'est nous. Parce que si vous mettez sur un très beau sol des hydrocarbures, des métaux lourds à profusion, bien sûr tout va crever, sauf les microbes qui mangent ces métaux lourds, ces hydrocarbures et qui sont résistants aux métaux lourds. Et eux, si vous leur demandez si le sol est en bonne santé, à ce moment-là, ils vous diront « pour nous, c'est bon ». En fait, un sol en bonne santé, c'est un sol dont le fonctionnement est cohérent avec notre santé. Car le sol, bien sûr, nous nourrit. C'est le sol qui fait les plantes que nous mangeons ou ce que mangent les animaux que nous mangeons. Et quelque part, sa composition ou ses pollutions se reflètent là-dedans. Le sol, c'est ce qui reçoit l'eau. Donc l'eau que ensuite nous recueillons dans des nappes phréatiques ou dans des fontaines, ça vient du sol et ça a été purifié par lui ou souillé par lui, tout dépend. Et puis même la qualité de l'air aujourd'hui, que ce soit les poussières ou tout ce qui ressort du sol quand il pleut, il y a notamment cette odeur d'après la pluie qui ressort, hein. Il y a tout un tas de molécules qui ressortent. Et la qualité de l'air aussi, c'est les sols. En d'autres termes, ce qu'on appelle la santé des sols, ce sont les sols qui font la santé de l'homme. Et c'est très anthropocentrique cette histoire-là. Si vous étiez un champignon qui boulottait des hydrocarbures polyaromatiques, vous auriez une toute autre vision de la santé des sols. En fait, si on parle de santé des sols, c'est une façon de parler de notre santé à nous, c'est une façon de rappeler ce lien étroit que nous avons au sol. D'accord.
Donc, autre question que je voulais vous poser, donc, sur le diagnostic actuel de nos sols, est-ce qu'on arrive à dresser un état des lieux de la santé des sols à différentes échelles géographiques en France et plus largement en Europe et dans le monde? Oui, alors on a des données là-dessus, parce qu'effectivement le sol, l'agriculture, la foresterie le gère, hein, et effectivement les nouvelles sont pas si bonnes, hein. On dit que 60 à 70% des sols européens sont en mauvaise santé, c'est-à-dire qu'en fait ils assurent plus leur fonction ordinaire. Et si on s'intéresse aux causes aujourd'hui, aux choses qui dégradent la capacité des sols finalement à entretenir notre santé et en particulier notre alimentation, au tout premier chef, on trouve le problème de l'érosion. L'érosion est un processus naturel par lequel les sols disparaissent au fur et à mesure qu'ils se créent. Mais si l'érosion est plus rapide que la création des sols, à ce moment-là, le sol disparaît lentement. Et on a un problème de durabilité des sols qui, là encore, représente l'essentiel des sols labourés. Le problème du labour, hein, c'est que le sol n'est plus couvert, sa structure est pulvérisée, et donc il s'érode 10 à 20 fois plus vite qu'il ne s'éroderait. Sinon, les sols du bassin parisien s'érodent à la vitesse des sols alpins quand ils sont labourés. C'est donc pas durable. Ce premier problème, qui est largement lié au labour, et surtout aux excès de labour, c'est l'érosion. Il y a d'autres problèmes. Il y a des problèmes de pollution diffuse, les microplastiques qui arrivent de l'atmosphère, par exemple. Alors ça, c'est difficile de gérer. Mais il y a aussi les restes des pesticides. Et bien que 80%, tenez-vous bien, 80% des pesticides qui arrivent au sol soient dégradés par les micro-organismes du sol, il en reste 10% qui, dans les sols, vont pouvoir retourner dans les aliments et 7% qui vont dans les eaux de circulation. Dans les problèmes qu'ont à gérer les sols, c'est pas dans nos régions, mais dans les régions très sèches, quand vous irriguez, vous amenez de l'eau qui contient des sels minéraux. Ces sels minéraux se reconcentrent dans le sol et s'il n'y a pas un moment de l'année de l'eau qui part du sol pour les emporter, vous salinisez les sols. Les sols irrigués, hein, c'est à peu près 20% de la surface agricole mondiale, mais ça produit 40% de l'alimentation mondiale. Or, tous les ans, 2% des sols irrigués disparaissent de la production parce qu'ils sont trop salés à force d'apport. Puis la toute dernière chose, c'est l'artificialisation, qui est d'autant plus brutale que les villes ont été installées dans des plaines fertiles, donc quand elles grandissent, quand les infrastructures de transport grandissent en plaine, c'est toujours aux dépens des sols les plus fertiles. L'artificialisation en France, c'est 3,7 fois la vitesse d'artificialisation, hein, c'est 3,7 fois la vitesse de la croissance démographique. C'est-à-dire qu'on a des façons d'être, banlieues pavillonnaires, modes de transport ou de loisirs ou de production, qui sont gourmands en sol et évidemment en sol productif. Il disparaît chez nous chaque année la surface qui nourrit annuellement la ville du Havre. Donc tout ça, ça fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas irrémédiable. Et il reste encore des sols. Et le message clé ici, c'est de se dire il est encore temps d'agir. C'est un message d'espoir parce que ces sols sont vitaux et ils ne sont pas dégradés au point que d'une façon générale, il ne soit pas temps d'agir. C'est pour ça que c'est important d'être là et j'en profite, parce que je ne l'ai pas fait, pour vous remercier de cette opportunité de parler des sols. Alors on a un peu entamé la question que je voulais vous poser ensuite, puisque sur les conséquences de la dégradation, il y avait un dernier aspect, donc on a parlé de la fertilité et de l'impact sur le cycle de l'eau. Il y avait un troisième aspect sur le changement climatique qui me semblait intéressant de souligner également. Oui, alors si je peux juste revenir sur le cycle de l'eau un instant, vous savez qu'on a des prédictions qui, pour l'Europe, nous disent 2050, enfin c'est plutôt pour la France, 2050, moins 10% de précipitations estivales, mais à peu près la même ou plus de précipitations sur l'année. Ça veut dire qu'on a besoin de sols en bonne santé parce que ces sols en bonne santé, notamment s'il y a de la vie qui creuse des micro-trous qui sont susceptibles de faire rentrer l'eau et de la retenir, c'est la vie des sols qui fait des trous. Le labour, c'est des sols grossiers des trous grossiers qui s'effondrent. Hein. Si on a de la vie dans les sols, on va pouvoir pomper et limiter les risques d'inondation quand il pleut beaucoup, automne-hiver, et garder des réserves accrues d'eau pour l'été. Donc il y a quand même sur le cycle de l'eau quand même à rappeler que des sols en bonne santé et des sols très vivants avec une vie du sol capable de leur permettre de... En gros, un sol, hein, c'est entre, selon les sols, 50 et 400 litres par mètre carré d'eau stockée. C'est énorme. Hein. Et sous réserve qu'ils soient effectivement au maximum de leur fonction, ils auront un effet de mitigation sur le changement climatique. Deuxième chose, le climat. Oui, ça vous avez raison de le rappeler. La matière organique qu'il y a dans le sol, c'est cette matière morte hein, qui reste dans le sol. Elle est dégradée lentement, mais selon les molécules, entre 10 et 10 000 ans.
Et ça fait du sol le premier stock de carbone au monde. Le carbone de la matière organique morte du sol, c'est ce qui fait que le sol est un petit peu noir, hein, on le voit très bien à l'écran. Cette matière organique, elle contient en termes de carbone 2 fois autant de carbone que le CO2 de l'atmosphère et 3 fois autant de carbone que toute la masse vivante sur Terre. Et donc aujourd'hui, remettre de la matière organique dans les sols et avoir des sols en bonne santé capables de stocker du carbone, ce qui n'est pas le cas des sols artificialisés, bien sûr. Ils ne stockent plus rien, ils ne reçoivent plus rien. Cette matière organique, c'est les restes des végétaux, c'est la fumure organique qu'on amène. C'est un des leviers. D'ailleurs, il y a une grande initiative française que je vous invite à visiter plus, le 4 pour 1000, qui propose de mettre au rang des grandes méthodes, comme la réduction des émissions ou la plantation des forêts, une meilleure gestion des sols pour le climat. Sachant que quand par contre on gère mal le sol, c'est-à-dire par exemple quand on irrigue beaucoup et qu'on met beaucoup d'engrais nitriques, on déclenche des émissions de méthane, on déclenche des émissions de protoxyde d'azote qui sont des gaz à effet de serre respectivement 25 et 230 fois plus puissants que le CO2. Alors c'est important parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'engrais, ça ne veut pas dire qu'il faut pas d'irrigation, mais il faut un certain doigté pour limiter ça. Aujourd'hui, la gestion des sols, c'est plus de la moitié de l'impact sur le climat de l'agriculture. Donc oui, ça peut mal se passer, ça peut bien se passer. Il faut vraiment reprendre en main les mécanismes pour en tirer le meilleur. Très bien. Alors, on revient un peu au titre de l'intervention d'aujourd'hui. L'urgence d'agir, donc on l'évoquait presque... Enfin, on l'effleurait tout à l'heure. Donc, face à ce constat, donc, il y a un certain nombre de solutions qui sont envisageables. Donc, est-ce qu'on pourrait les lister et les développer quelques instants pour donc enrayer la dégradation des sols? Ouais, c'est important de rappeler que la science est une vigie. Et comme vigie, elle désigne les écueils qui se dressent face à nous, mais elle est aussi capable d'entrevoir les passes possibles où la vigie est la première à apercevoir les terres fermes qui se présentent à l'horizon. Donc il y a aussi ce côté positif. Alors dans l'état actuel des connaissances, parce qu'il y a eu un état des connaissances où le labour était recommandable, n'est-ce pas? Mais dans l'état actuel des connaissances, en fait, on se dit qu'il faut au maximum imiter ce qui a toujours été la vie des sols. Le sol, il est toujours couvert de végétation. On pense souvent, en voyant la campagne brune en hiver, que le sol se repose. Ben non, il meurt là. Enfin, c'est un repos final. C'est un deuil, cette histoire de repos-là. Un sol, il est toujours... Il y a de la matière organique qui arrive par les racines, les plantes entretiennent des microbes du sol, elles l'empêchent de s'éroder, elles tiennent la structure du sol. Donc, il faut un sol toujours couvert. Ça, c'est indépendant du labour. On peut très bien labourer et tout de suite ressemer. Hein. C'est encore une histoire différente. Ensuite, dans le sol, il n'y a jamais de mouvement cisaillant. Il y a des mouvements d'écartement, une racine qui grandit, un ver qui passe. Il n'y a pas de mouvement de cisaillement. Il faut limiter les travaux du sol cisaillant. Préparation avant semis, labour. Il faut limiter autant que faire se peut. Après, quand on ramasse des patates, on est quand même obligé de trépatouiller le sol. Ça, c'est sûr. Donc, on va limiter le labour. On va avoir des plantes toujours. Et puis, dernière chose, on amène de la matière organique le plus possible. Puisque aujourd'hui, on récolte. Et quand on laboure, on aère le sol, ce qui fait que la matière organique est respirée plus vite. On a des taux de matière organique qui ont chuté de presque 50% dans les sols agricoles labourés depuis 1950. C'est quelque chose qui est dramatique, parce que la matière organique, ça fait 3 choses. 1, ça retient l'eau. 2, c'est gluant, ça retient le sol, ça limite l'érosion. 3, c'est un effet sur le climat, puisque ça stocke du carbone. Ah, j'avais oublié, 4, c'est ce qui nourrit la vie du sol, cette vie qui, en grouillant, fait des trous. Et donc le rôle sur le cycle de l'eau. Donc ramener de la matière organique, non seulement comme fertilisant, mais aussi comme matière organique per se. Et cette matière organique, c'est celle par exemple de vos poubelles de cuisine, qui malheureusement aujourd'hui finit en mélange avec d'autres choses et n'est pas souvent récupérée et bien triée pour retourner dans les champs. Par exemple. Alors il y a également un élément réglementaire dont on peut parler quelques instants, également qui peut nous aider à cadrer un peu l'action sur les sols et les protéger. Oui, alors là, je regarde mes notes parce que je ne suis pas un pro de la réglementation, mais c'est vrai que l'Europe a eu un rôle déterminant. Alors, les alliances politiques changent et les tendances changent, donc je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, le Parlement européen aura la même force pour essayer de mettre en mouvement
ce qui n'est guère que la protection de notre patrimoine, mais on a eu le programme Caring for Soil is Caring for Life qui visait à ce qu'en 2030, 75% des sols européens soient en bonne santé, sachant que c'est à peu près 75% la valeur de ceux qui ne sont pas en bonne santé à l'heure actuelle. D'ailleurs, pour 2030, c'est un peu chaud. Et puis, on a eu un certain nombre de décisions prises tout à fait récemment par l'Europe, avec une directive, une Soil Monitoring Law, qui a été récemment signée, qui est peut-être pas votée, qui est peut-être pas extraordinairement ambitieuse, mais c'est déjà un très très bon mouvement. Le facteur limitant, c'est comment ça sera transposé en droits nationaux et en particulier la façon dont les acteurs s'en empareront avec sincérité. On sait très bien qu'aujourd'hui, l'agriculture a des vrais problèmes de revenus, qui font qu'elle n'est pas forcément en même d'investir dans d'autres façons. Et on sait aussi, parce que moi je ne fais pas d'agribashing ici, on sait aussi que les citoyens ne sont pas à même, aujourd'hui, de par leur formation et leur sensibilité, de comprendre à quel point ils dépendent des sols, à quel point ils sont finalement une extension des sols, buvant l'eau venue des sols et mangeant les minéraux venus des sols. Donc, dans l'ignorance générale, je ne suis pas sûr que la motivation émergera fort, mais aujourd'hui, disons-le, crûment, devant l'incurie nationale, c'est l'Europe qui fait le plus pour porter les projets des sols. Et malheureusement, comme c'est dans la différence citoyenne, c'est encore un de ces moments où l'Europe fait des choses dont les citoyens n'ont rien à foutre. Et dont ils ne seront pas reconnaissants. Enfin, ils n'y vont que des contraintes. Mais bon, c'est un peu triste de le dire comme ça, mais c'est un des moments où je me sens européen. C'est pas triste de dire que je me sens européen, mais c'est un peu dur de dire le contexte. Mais là, je me sens européen. Donc il y a la réglementation, mais il y a aussi la sensibilité des citoyens et l'opinion. D'accord. Alors justement, bon, c'est peut-être le moment que vous me disiez, vous, ce que vous faites chez Veolia là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose qui fait partie de votre périmètre d'action. En tout cas, votre action a des conséquences fortes là-dessus. Oui, alors on n'y pense pas souvent, mais en fait, il y a deux éléments que je voulais rappeler en la matière. Donc, sur les sols, on a en fait deux actions concrètes. La première est toute simple, c'est tout naturellement en exerçant nos métiers. On citait tout à l'heure Veolia Agriculture avec la restauration agronomique des sols, c'est son métier. Et puis une autre activité que l'on n'a pas citée, qui est au niveau de la rémédiation des sites et sols pollués avec Veolia Déchets Dangereux Europe. Il y a plein de nouveaux noms, donc j'essaie de me familiariser avec eux, d'où mon hésitation. Et puis la deuxième façon de s'y prendre, c'est en menant donc les actions de recherche qui ont été un tout petit peu citées tout à l'heure, souvent collaboratives, donc avec des partenaires académiques de premier plan. Donc je développe rapidement les deux aspects. Donc la restauration agronomique, quelques chiffres. Donc Veolia Agriculture est le premier producteur français je cherche le bon terme dans mon anti-sèche et que je ne trouve pas. Oui, de fertilisants organiques, et donc ça représente quand même 2 millions d'hectares qui bénéficient de ces fertilisants organiques. Oui, avec l'impact de la matière organique au-delà de la fertilisation. Absolument. Donc ces fertilisants organiques sont produits à partir ce sont des composts par exemple. Deuxième métier, donc la rémédiation, donc avec là des traitements plus lourds de sites et sols pollués, donc où là on passe par des excavations et des extractions de sols, des traitements et un remplacement souvent de ces sols parce que il n'y a plus d'autres solutions pour les rendre cultivables. Et là, en termes d'action de recherche, qui était le deuxième volet de notre activité, donc on parlait de Calier Agro, donc qui est un programme qu'on mène avec INRAE depuis près de 30 ans, donc depuis 98. Donc c'est 6 hectares de parcelles où on compare justement l'action des composts d'origine urbaine, avec comme référence donc le fumier qui est le fertilisant organique de référence, et puis un témoin sans apport organique, et ces essais de très longue durée
permettent de démontrer l'intérêt agronomique de ces composts et leur innocuité environnementale, qui sont vraiment les deux éléments que l'on regarde à chaque fois. Et c'était la même chose pour la fertirrigation, où on regardait également l'intérêt agronomique, l'innocuité environnementale, et on veillait aussi à ne pas saliniser les sols en apportant non seulement de l'eau qui était produite à partir d'eau usée traitée, donc on faisait de la réutilisation des eaux usées, et donc une vérification de l'équilibre salin du sol et du maintien du rendement. Donc une première expérimentation sur les vignes qui fait des petits, puisque en 2013, nos essais étaient menés sur 1,5 hectare près de Narbonne, à Gruissant. Aujourd'hui, c'est de mémoire une vingtaine d'hectares, et demain, on va multiplier les surfaces par 10. C'est l'ambition des acteurs locaux. Et on a également eu un programme similaire un peu plus récent qui s'adressait aux grandes cultures, où là, on n'était plus en irrigation au goutte à goutte sur des vignes, mais en aspersion sur du maïs en l'occurrence. Et là, on était sur un programme qui avait lieu sur des parcelles réelles près de Tarbes. Voilà les deux actions de recherche que je voulais citer, et donc en parallèle de l'exercice quotidien de nos métiers. Alors, pour continuer sur les questions que l'on pouvait se poser, donc on a discuté des éléments scientifiques de constat, mais on a très probablement encore des zones d'ombre sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la progression de la science, donc l'état actuel des connaissances qui conduit à ne pas proposer exactement la même chose que ce qu'on proposait hier et ce que l'on m'a enseigné, entre autres. Donc, quelles sont les incertitudes scientifiques qui demeurent ? Oui, alors ça, on calculait en montant sur l'estrade qu'on avait fait nos études à peu près de façon synchrone. Hein. Et c'est vrai que le sol qu'on avait eu, nous, dans nos études, ne ressemble plus au sol actuel en termes conceptuels. Et je voudrais commencer par souligner un progrès énorme qu'il y a eu, c'est de voir le sol comme vivant. Songez que dans 1 gramme de sol, vous avez plusieurs milliers d'espèces de bactéries, un bon millier d'espèces de champignons, des centaines d'espèces d'amibes. Le sol, c'est le compartiment de biodiversité quotidienne et ordinaire autour de nous. On compte, selon les estimations, qu'entre un quart et les 2/3 des espèces vivantes sur Terre, avec un grand T, vivent sous terre, avec un petit T, vivent dans les sols. C'est vraiment énorme. Mais, si je vous parle de ça, c'est vous dire que c'est même pas fini, cette histoire-là de la découverte de la vie des sols. Parce que, par exemple, sur les virus des sols, nous n'avons pas de narratif. Nous les connaissons très peu. Chaque fois qu'on s'y intéresse, on trouve de nouvelles familles. Et on ne sait pas du tout ce qu'ils font. Des microbes, des bactéries, des champignons et des animaux, je peux vous dire quel est leur rôle, par exemple dans la porosité des sols. Sur les virus, je n'en sais rien. Donc il y a des ignorances sur certains pans de la vie des sols, et le monde viral est partout d'ailleurs dans les disciplines écologiques, un peu la matière noire. Hein. Il y a aussi des choses qu'il faut, je pense, rapidement prendre en main en recherche. C'est les optimisations de ce que vous évoquiez, la restauration des sols. Alors on a évidemment des végétaux que l'on peut planter et qui extraient les métaux lourds, et puis après c'est la phytoremédiation. En récoltant ces végétaux, en les brûlant, on obtient des cendres dans lesquelles on a reconcentré les métaux lourds. Bon, on a aussi des microbes, champignons surtout, mais bactéries aussi parfois, qui détruisent les polluants, les hydrocarbures polyaromatiques, les polluants organiques. Puis alors là, il n'y a rien à évacuer, hein. C'est dégradé. Mais tout ça, d'abord, ça coûte cher, hein. C'est 100 à 1000 euros le mètre carré, et puis c'est lent. Donc il y a une certaine optimisation de ces processus à trouver. Je n'aime pas les solutions technologiques en première instance. Je pense qu'il faut vraiment aller exploiter le vivant parce qu'on ne l'exploite pas assez. J'en parle d'ailleurs dans un livre qui sort dans une semaine, qui s'appelle « La biodiversité comme un humanisme » et qui montre que la biodiversité, c'est une façon d'agir et que jusqu'ici, on a trop pensé purement chimique et purement technologique, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas y penser, mais qu'il faut aussi penser au vivant. Mais là, je vais faire l'inverse. Après vous avoir parlé du vivant, je vais revenir à la technologie. J'ai un copain au CEA qui travaille sur le concept suivant. Quand vous regardez, quand vous avez une pollution métallique dans les sols, toutes les fractions, par la taille, hein, toutes les fractions ne sont pas également polluées. Et si vous tamisez votre sol en retirant la fraction qui est polluée,
bah, vous obtenez un sol sans doute boiteux, mais vous avez retiré, si effectivement la pollution est dans une fraction granulométrique seulement, vous avez retiré une partie de la pollution. Alors, je ne dis pas que ça marchera partout, mais ça c'est sympa, parce que du coup, après, vous travaillez avec le vivant sur ce qui reste de sol. Bon, ça ne va pas diminuer les coûts, je pense, mais en tout cas, ça va peut-être augmenter la vitesse, ce qui est une façon aussi de diminuer certains coûts. Donc, les problématiques de restauration, il faut qu'on les prenne en main. Et puis, j'aimerais surtout vous proposer la perspective suivante, une perspective beaucoup plus alimentaire et agricole. D'abord, le fait qu'on a besoin d'indices sur la santé des sols. Et aujourd'hui, malheureusement, en science, on ne sait pas donner d'évaluateurs simples. Finalement, le test de la bêche historique ou de mesure de la porosité, ça reste ce qu'on a de meilleur pour avoir une vision de la santé des sols. Ce serait bien d'avoir des indicateurs qui soulèvent un peu plus le capot des mécanismes. Et ça, il n'y a pas encore de consensus. Et puis, je voudrais terminer en revenant sur la fertilité par les déchets que vous proposiez. Aujourd'hui, on a un paradoxe. C'est que notre urine, 11 grammes d'azote par personne et par jour, 0,7 grammes de phosphore par personne et par jour, va se mélanger avec des eaux de ruissellement qui sont riches en métaux lourds, qui sont riches en hydrocarbures polyaromatiques. Ça nous fait des bouts de stations d'épuration qui sont certes très fertilisantes, mais trop riches en métaux lourds, trop riches en hydrocarbures parfois pour être répandues. Et quand elles ne le sont pas, c'est quand même pas une bonne idée, parce qu'en épandant une boue qui en contient pas beaucoup, tous les ans, pendant 10, 15, 20 ans, on finit par arriver à des taux gênants. C'est ce qui est arrivé à la plaine d'Acher, près de Paris, où allaient directement les eaux de nos égouts. Et cette plaine sableuse est devenue le grenier de maraîchage de Paris, jusqu'à ce qu'en 2000, les taux de métaux lourds à Acher fassent arrêter toute production. Donc on a un gros enjeu qui est de trier, toujours en pensant à l'agriculture, de trier le bon grain de livret, si j'ose dire, c'est-à-dire de permettre que nos eaux résiduaires très fertiles et peu toxiques, à quelques médicaments près que nous urinons, aillent vers les champs, comme elles allaient autrefois d'ailleurs, hein, les fosses d'aisance étaient vidées dans les champs, tandis que les eaux de ruissellement, elles, vont vers des stations d'épuration. Et cette idée de deux flux, qu'incarnent des travaux de l'école des ponts et chaussées, hein, il y a le grand programme Okapi avec les toilettes à séparation, où l'urine part d'un côté et les crottes de l'autre. Ça, c'est notamment quelque chose qui va équiper le siège de l'Agence spatiale européenne à Paris, qui est très intéressé évidemment au recyclage de l'azote et du phosphate. C'est un grand enjeu, parce qu'entre nos déchets de cuisine qu'on évoquait tout à l'heure, 100 à 150 kilos par personne et par an, et notre urine et nos fesses, eh bien, il y a là 20 à 40% de la fertilité requise par l'agriculture française chaque année, qui est gaspillée, non, qui est coûteuse à traiter, cependant que les agriculteurs se ruinent en engrais. Et le recyclage de l'urine, savez-vous, ça fait des engrais qui sont 2 fois moins chers pour l'agriculture et qui font 3 fois moins de gaz à effet de serre dans leur production et leur transport. Trouver des solutions dans les déchets, je sais que c'est un peu votre cœur de métier certaines fois, mais c'est quelque chose qu'on doit vraiment généraliser. Et pour ça, il y a besoin, je pense, d'efforts de recherche. Et je parle ici de recherche appliquée. Je regarde l'heure. On va peut-être s'arrêter là et pour ménager du temps pour les questions jusqu'à... On a encore une petite demi-heure. Vous voulez absolument qu'on pose la dernière question? Allez. Alors, donc on avait une question encore conclusive, mais qui était plus de dresser des perspectives, puisqu'on a encore un petit peu de temps que vous pourriez partager avec nous. Donc comment, quel serait l'avenir pour la santé des sols et qui mobiliser pour l'atteindre? On parlait tout à l'heure d'aller jusqu'à sensibiliser les populations ou la société civile. Oui, alors ça fait un peu écho effectivement à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que les bonnes solutions ne valent rien si les gens ne sont pas convaincus de la nécessité de les appliquer. Et je vais prendre 2 exemples que vous pouvez trouver discutables sur le fond, mais qui nous montrent bien la réaction des populations. Quand on a dit avec le nucléaire, on va faire de l'énergie, circuler bonnes gens, il n'y a rien à voir, les gens se sont rebellés, hors de toute logique technique. Et par rapport aux OGM, quand on a dit aux gens non mais les OGM c'est pas dangereux, on va vous faire une nourriture plus propre, les gens se sont rebellés. Alors on peut aimer ou ne pas aimer ces rébellions, mon problème n'est pas sur le fond. C'est que ces histoires-là montrent bien que quand on parachute la solution sur la société, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les problèmes sont systémiques et les solutions sont systémiques. Je pourrais avoir une autre entrée dans mon propos qui est de dire, souvent on cherche à fustiger, par exemple sur l'état des sols, telle ou telle partie de la population.
On va dire les agriculteurs font pas bien leur travail. Oui, mais enfin, il faut un travail que les gens achètent. Donc, quelque part, le fait d'acheter vaut blanc-seing. Bon. Donc, quelque part, le consommateur est coupable. Alors, les politiques font pas leur travail. Oui, mais enfin, ils sont élus par les gens. Donc, quelque part, on est dans une systémie. Et alors, ce qui est bien, c'est que d'ailleurs, du coup, tout le monde est problème, mais tout le monde est solution. Je veux dire, les gestes du consommateur, les gestes du producteur, les gestes du politique, les gestes ou l'information du journaliste, tout ça, c'est des petits éléments de solution. Et il ne faut pas non plus se dire, il faut commencer par là. Non. Dans des logiques cycliques, où le journaliste informe le citoyen qui choisit ensuite le journaliste. C'est pareil pour le politique, c'est pareil pour la consommation. Dans des logiques cycliques, il n'y a pas un début à un cercle. Il faut agir partout. Et agir partout, ça veut dire qu'il faut faire percoler de l'information dans tous les compartiments de la société, une information qui rendra acceptable justement les mesures qu'on ferait et éventuellement les coûts supplémentaires occasionnés par une gestion qui permettrait de faire de la gestion d'un déchet une ressource. Ça entraîne des coûts à court terme, même si à long terme, ce n'est pas éventuellement beaucoup plus cher. Mais... Donc, j'atterris sur le cœur de mon propos, qui est l'information et la formation. Alors, c'est une bonne raison d'être là aujourd'hui pour moi, et une raison de vous remercier encore de cette opportunité de parler de sol, mais c'est aussi l'occasion de vous rappeler ce qu'est cette fédération Biogé, dont j'évoquais tout à l'heure, enfin que vous évoquiez tout à l'heure dans l'introduction, qui regroupe une centaine de structures, dont le Muséum, l'Académie des sciences, l'Académie d'agriculture, l'Académie de médecine, et dont le but est de... lobbyer autant que faire se peut par des tribunes, des festivals, des visites à l'Assemblée, des visites au ministère de l'Éducation nationale, pour plus d'éducation aux sciences du vivant et de l'environnement. Alors, Eric, tu es l'un de nos parrains d'ailleurs, et tu as beaucoup fait pour nous. Nous essayons de développer l'enseignement des sciences du vivant et de l'environnement, et aussi de développer autour une interdisciplinarité, parce qu'en fait, ce sera efficace le jour où finalement des enseignements d'économie seront un peu interfacés, au moins sur certains aspects, avec des enseignements d'écologie, ou bien des enseignements de sociologie ou d'histoire, avec des savoir-faire d'écologie ou de biologie. Et ça, c'est important, parce que finalement, il faut qu'on fasse la génération qui va avec les outils que vous développez chez Veolia. Il faut qu'on fabrique une génération qui soit capable de les accepter, de les encourager, et quelque part... Voilà, la solution, c'est la formation. Aujourd'hui, savez-vous quoi? Avec 1 heure de SVT par semaine, pas au primaire, dans le secondaire, qui devient optionnel à partir de la seconde, il y a 2 heures sur les sols. Dans la vie d'un petit Français, il y a 2 heures sur les sols. Enfin, c'est ce que dit le programme. Après, comme le programme de seconde, avec toute la sexualité et l'alimentation qu'il faut gérer rapidement avant que les gamins passent à autre chose, plus de SVT à partir de la seconde, sauf pour les optants. Souvent, c'est les 2 heures qui sautent, quoi, parce que c'est le moins, enfin, c'est par rapport à la sexualité et l'alimentation, ça paraît secondaire. Et donc, en fait, on est dans une gaine formidable, c'est qu'on est en train de refaire les générations qui n'ont pas su gérer les sols. Alors qu'aujourd'hui, en recherche, non seulement nous comprenons mieux ce qu'ils sont, mais en plus, nous avons sur la table des perspectives. Oh, il faudra les réétudier à terme. C'est pas une panacée, on n'a pas sauvé le monde. Mais on sait d'où vient la lumière et vers quelle direction aller. Après, il sera toujours temps de se dire, ouais, non, c'était un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Mais on n'a jamais eu autant d'outils. Et l'indifférence générale n'a jamais été aussi bruyante. Merci beaucoup, professeur. C'était très intéressant. Donc, Paul-Antoine Seb, moi, je suis effectivement le président de l'agriculture et agriculteur. Donc, vous avez embrassé plein de sujets qui me sont très chers. Les derniers sujets sur, effectivement, faire connaître, faire prendre conscience, c'est quelque chose d'important. Et nous, Veolia, on se sent utile, on se sent responsable par rapport à ces sujets liés autour de l'agriculture et de nos métiers à nous, de l'eau, des déchets et de l'énergie. En fait, on va lancer une démarche qui s'appelle le +1 agriculture, qui consiste à rassembler les différentes parties prenantes pour voir comment Veolia peut être utile pour l'agriculture de demain. Et en fait, ma question, elle est très simple, professeur. Est-ce que vous voulez bien être le parrain de notre +1? Ça va être difficile de refuser de trouver la sortie avant qu'on me
Non, au contraire, moi je serais ravi d'aider. Mon métier aujourd'hui, vous vous en doutez, mes équipes de recherche fonctionnent à peu près toutes seules. Mon métier, c'est de faire diffuser l'information et de faire faire à la science ce dernier kilomètre qui arrive aux citoyens et qui arrive à l'utilisateur. Et oui, d'autant que vous pouvez beaucoup vous porter en termes d'image. Je ne vous parle pas de faire du greenwashing, je vous parle de porter finalement concrètement le positif qu'il y a dans l'activité de vigie des scientifiques. Et avec ça, vous le feriez, donc je suis à vos côtés. Eh bien, écoutez, merci. Et donc, effectivement, cette utilité, elle est importante, et cette image. Et donc, j'annonce aussi à tout le monde que, pour la première fois depuis 15 ans, Veolia sera présent au Salon de l'Agriculture. Nous aurons un stand, donc tout le monde est bien sûr accueilli pour voir tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut faire. Et effectivement, on espère avoir beaucoup d'idées pour demain aussi. Parce que là, c'est l'agriculteur qui parle. Effectivement, les rendements plafonnent. Alors que l'enjeu de l'agriculture, c'est de produire encore plus de biomasse, à la fois pour nourrir et à la fois pour produire de l'énergie verte à travers la méthanisation. Donc on a un vrai enjeu de société. Notre souveraineté alimentaire se dégrade fortement en France. On devient déficitaire sur le plan. Notre excédent économique est déficitaire. En 2025, on perd 1 milliard d'euros. On importe pour 1 milliard d'euros d'aliments en France. Et ça, c'est dramatique. Donc on a besoin de vous, à la fois en termes d'image et en tout cas, merci d'accepter cette proposition. Rendez-vous au CIAL alors. Voilà, merci. Alors, cher professeur, parce que on est beaucoup à te devoir beaucoup, Si, et moi, le premier, parce que économiste, je ne savais pas l'essentiel. Moi, j'ai 4 remarques. La première, c'est nos domaines d'ignorance. Il y a une sorte de loi, plus c'est près, plus on s'en fout. Donc, pardonnez-moi de la comparaison, mais c'est quasi conjugal. Il y a une sorte de phrase que disait Paul Morand, on disait « Elle est belle comme la femme d'un autre ». Eh bien, c'est un peu ça. On est très fort sur l'espace, il y a même des crétins qui veulent s'installer sur Mars, et on est nul quand c'est tout près. Donc moi, ce point-là, il est très très frappant. Et moi, en tant qu'économiste des matières premières, je savais rien de rien au sol. Je commençais l'eau depuis un petit bout de temps, mais le sol, je ne savais pas. Grâce à toi, je commence à savoir. Premier point. Deuxième point, comme tu l'as dit, et là, pardonnez-moi, je défends ma corporation, mais s'il n'y a pas de récit, tout le monde s'en fout. On voit bien ce qui se passe avec la France. Il n'y a pas de récit, on s'en fout. Donc la question du récit est clé. C'est pour ça qu'avec Daina, j'ai commencé dès le début mon travail sur l'eau, en travaillant sur l'eau. L'eau, c'est une matière. Une rivière ou un fleuve, c'est un personnage. Une matière, on s'en fout. Un personnage, ça émeut, on le protège. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est évidemment l'enseignement à tous les stades. À tous les stades. Moi aussi, je suis depuis toujours au salon, mais là, j'y serai beaucoup. Et c'est pour ça qu'on lance une petite opération qui est Adopte ta rivière. Adopte ta rivière, c'est-à-dire passer une fois par trimestre avec une classe de CM2 au bord de l'eau. Eh bien, je vous assure, j'ai essayé ça 10 fois, un peu partout en France. À la fin, ils sont différents. Parce que ce n'est pas un petit truc de SVT, machin, etc. Ils sont là, il dit, ah bon, comment ça se fait? Pourquoi il y a un mégot? Pourquoi? Ah bon, il y avait des castors, à quoi ça sert un castor, etc. Et puis, quatrième point, c'est une mobilisation générale. C'est-à-dire avec la force que vous avez, vous, les chercheurs, etc. Et comme moi, je travaille énormément avec l'Hydrae, donc le problème Cali Agro, c'est absolument magnifique et il faut le savoir. Il faut le savoir ce que vous faites. Donc la mobilisation, elle est générale parce que c'est pas trop tard, mais ça commence à se rapprocher quand même le terme. Hein. Et donc les petits, ceux qui racontent, ceux qui chantent, ceux qui émerveillent. Et dernier point, ce que je voulais dire, c'est l'émerveillement. Si notre planète était nulle, ben pourquoi on s'en battrait? Mais comment on est arrivé à notre planète avec cette invraisemblable suite de coïncidences qui permet d'avoir cette merveille? Et donc, voilà. Et merci d'être là. Ben, je suis très, très bien. Et puis, encore une fois, merci. Parce que, je veux dire, mais non, mais tu me laisses ma responsabilité. Hein. Et donc, ce que je pense, c'est, quand je pense à cette folie de dire
que la curiosité est un vilain défaut. Le plus vilain des défauts, c'est l'indifférence. L'indifférence. Malheur aux indifférents. Vous voyez que ce n'est pas sans lien avec la biodiversité, c'est-à-dire la vie. Merci. Alors, je crois quand même que tu as inversé le sens de la dette. Tu as inversé le sens de la dette, parce que tu disais qu'on manque de narratif. Et effectivement, le grand problème des scientifiques et des techniciens en général, c'est qu'on ne sait pas raconter. Voilà. Et c'est là qu'on a besoin d'interdisciplinarité, on a besoin de diversité de savoir aussi, et voilà. Et des gens comme toi ont fait plus pour l'eau, par rapport au grand public, que tous ceux qui avaient produit les données dont tu as parlé. Parce que c'est ce dernier kilomètre-là celui vers le citoyen. Le lien qui m'a frappé, moi, en parlant avec Philippe, j'étais, enfin, je vais être poli, mais j'étais sidéré. C'est quand même quand on voit que la possibilité ici, à Veolia, de travailler avec Pasteur, dont je suis l'ambassadeur, et que c'est pas possible de tisser des liens avec Pasteur, alors je veux dire, il y a eu une rafale. Hein. Le vieil ambassadeur, il est devenu pas si gentil qu'on en a l'habitude. Donc j'ai commencé à gueuler. Donc on va voir ce que ça va donner. Et si jamais il n'y a rien, je vais encore gueuler. Et comme je suis un tout petit peu entendu, Pasteur, il va quand même, le Louis, là, il va quand même se sentir assez mal. Bonjour, Monsieur Sellos, merci beaucoup pour votre intervention. J'aurais deux questions, si vous voulez bien. La première concerne le labour. Vous insistez beaucoup sur les dégâts occasionnés par le labour. Ma question est toute simple. Ça fait 12 000 ans qu'on laboure les sols. Ça fait des siècles que dans les vignes, on remonte les sols tous les ans, des coteaux. Ça n'a jamais posé de problème d'extinction de masse comme aujourd'hui. Et les sols, comme vous le disiez encore, il y a quelques dizaines d'années, étaient en parfaite santé, malgré ces labours. Donc, qu'est-ce qui a bien se passer depuis les années 50 pour que tout d'un coup, les sols soient en mauvaise santé et sans vie, finalement, s'érodent plus vite. Ma deuxième question, qui est liée à la première, de manière un peu subliminale, c'est que vous avez défendu plusieurs fois l'idée comme quoi le recours au glyphosate était moins dommageable pour la vie du sol que le labour. Est-ce que vous maintenez encore cette position et si oui, est-ce que vous pouvez citer des sources scientifiques fiables qui étayent ce propos? Merci. Alors, par rapport au labour, vous savez, le premier verre de vin, contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est bon pour la santé. Dès le deuxième, c'est plus bon pour la santé. Et donc, quand on commence un truc, c'est bien. Quand on persiste, ça peut avoir par récurrence des effets différents. Les premiers temps de labour, et le labour c'est quelque chose de difficile, les premiers temps de labour, c'est bien, ça remonte la fertilité qui a tendance à être entraînée en fond du sol par la pluie, ça aère un peu, même si c'est des trous qui s'effondrent, ça désherbe. C'est pour ça que quand on ne laboure plus, il faut utiliser du glyphosate, enfin pas que, je vais y revenir, je reprendrai ça après, mais c'est une des solutions. Donc à court terme, ça marche. Sauf qu'en fait, ça commence à abîmer le sol. Ça déchire les champignons qu'il y a dans le sol, ça déchire les racines et c'est pour ça que ça désherbe, ça tue la vie du sol. Ça déstructure le sol et ça augmente l'érosion d'un facteur 10 à 20. Comme ça aère le sol transitoirement, même si ça se rebouche après, la respiration est plus rapide, ça détruit la matière organique du sol, donc ça fait de l'effet de serre. L'homme a émis le tiers du CO2 qu'il a émis par le labour depuis 8000 ans. Au début, ça a juste stabilisé le climat. Puis dans les 200 dernières années, le labour ajoute ses effets à celui de l'utilisation des combustibles fossiles. Vous vous rendez compte? 300 gigatonnes de carbone émis par le labour depuis que l'humanité laboure. Une fois de plus, à long terme, on commence à avoir des effets négatifs. Et aujourd'hui, quand on arrête de labourer, il y a une agriculture non labourée, on voit la vie du sol qui remonte, le stockage de carbone qui remonte, la porosité qui remonte, la rétention d'eau qui remonte. Sauf que, comme on ne désherbe plus, on est obligé d'utiliser du glyphosate. Je vais y revenir. Alors vous me dites que ça fait longtemps qu'on laboure. Grossière erreur. Très grossière erreur. Pardon d'être véhément, mais je veux faire un peu de théâtre, là, quand même. En Amérique, on a fait des civilisations agricoles prodigieuses sans fer, donc sans charrue et sans animaux de trait, donc dans l'incapacité de remorquer quoi que ce soit qui griffe le sol. L'agriculture précolombienne n'est pas labourée. Ça, c'est un truc européen et asiatique, le labour, qui est exporté dans le monde après. Et dans le bassin méditerranéen, où on a 5000 ans de labour, les sols sont squelettiques. Même autour des grandes villes, qui pourtant se sont installées au milieu de plaines fertiles.
ce que vous racontent les sols méditerranéens dans leur squelettosité, si vous me permettez ce terme, c'est 5000 ans de labour. Aujourd'hui, on arrive au point où quand on arrête de labourer, on restructure les sols. Je voudrais vous parler 2 secondes de la semelle de labour. Quand vous labourez, vous tassez le sol profond. Donc l'eau ne rentre plus dans le sol profond. C'est ce qui explique que dans les Hauts-de-France, quand il pleut, le sol est emporté parce qu'il n'y a que 20 à 30 cm qui se retrouvent imbibés d'eau. Et ça fait des inondations. Mais c'est en partie, pas que. Hein. Il y a aussi des précipitations intenses. Mais c'est en partie l'effet de cette semelle de labour qui fait que non seulement l'eau ne pénètre plus dans le sol, mais que les réserves hydriques ne se font pas sur tout le profil de sol et que les racines ne peuvent pas explorer des ressources profondes. Donc, cette semelle de labour, c'est un vrai drame par rapport à l'eau et par rapport au profil de sol dont seule la partie superficielle est exploitée. Évidemment, depuis les années 50, le phénomène s'est empiré parce qu'avec l'essence, on peut labourer plus, mais c'est un vieux phénomène. Et c'est juste son rythme qui a augmenté. Donc, le labour, une fois de plus, aujourd'hui, on sait faire sans, et il y a 4% de la surface agricole française qui n'est plus labourée. Au prix du glyphosate, j'y viens. Il faudrait peut-être se bouger là, parce que c'est médiéval, ça. En Amérique, c'est 40% de la surface agricole utile qui n'est pas labourée. Il y a un vrai retard français là-dessus. Un vrai retard européen, puisque c'est 5% en Europe. Bien. Alors, c'est vrai que du coup, il faut désherber sans labour. Que fait-on? Alors, il y a des techniques de fraisage. J'étais hier dans un séminaire près de Nantes d'agriculture biologique de conservation, c'est-à-dire qu'on laboure plus et on n'a que du bio, donc on n'a pas de glyphosate. C'est quand même pas génial pour la vie du sol superficiel de faire du fraisage, mais c'est pas mal. L'autre alternative, c'est de mettre du glyphosate. C'est plus simple, ça ne nécessite pas d'équipement particulier, et c'est vrai que le glyphosate, c'est toxique. Pour les agriculteurs, hein, c'est quand même quelque chose dont les propriétés cancérigènes sont maintenant à peu près consensuelles, faut le dire, hein. Parce qu'on le nie des fois, c'est très mauvais pour les lombriques, ça tue certains champignons du sol sur lesquels je travaille et qui aident les plantes à se nourrir. C'est pas parfait. N'empêche que c'est moins pire que le labour. Et ce qu'on sait, c'est que le sol reprend vie quand on arrête de le labourer, même si on met du glyphosate. L'étape suivante, c'est de faire sans glyphosate et d'arriver peut-être à trouver des couverts permanents qui empêchent les mauvaises herbes de s'installer ou d'autres méthodes non chimiques. Ou peut-être des herbicides qui ne seraient pas aussi toxiques que le glyphosate. Là, j'ai des doutes. Mais à le prendre comme ça, un sol qui n'est pas labouré, même si on utilise du glyphosate, sa vie se redresse de 2% en nombre d'espèces, parce qu'il n'y a pas d'extinction massive dans les sols. Il y a surtout un écroulement des populations. Et de 20 à 30% en biomasse vivante. Donc, on a des méta-analyses, si on pourra... Je pourrais vous donner des références, mais qui montrent bien que c'est mieux avec du glyphosate, mais c'est comme si dans un immeuble de 15 étages, vous arrivez au 8e, bah vous êtes monté, mais il y a encore de la marge. Et la marge, c'est de se passer du glyphosate. Simplement, ce que je dis, moi, c'est pas qu'il faut utiliser du glyphosate, c'est qu'il ne faut pas emmerder les gens qui ont déjà supprimé le problème du labour en maintenant le glyphosate, sachant que l'alternative, c'est glyphosate et labour. Mais vous ne me prendrez pas à défendre le glyphosate. Et je vais vous donner une mauvaise nouvelle, pour ceux qui aiment le glyphosate, c'est que de toute façon, les résistances des plantes au glyphosate sont en train de se propager en France. On a déjà des problèmes avec le régras. Et donc, les heures sont comptées, techniquement, pour le glyphosate. Il est temps de trouver une alternative pour ceux qui ne labourent pas. Et l'INRAE s'en charge, d'ailleurs. Je me permets juste... Je le reprends. Sur ce point, ce que tu dis, ce que dit Philippe, ce que je dis partout, ce que j'entends partout, ce que tu viens de dire, c'est que nous avançons vers l'antibiorésistance générale. Ce que tu viens de dire. Et que c'est la bombe. Et ceux qui ne comprennent pas ça, ils n'ont rien compris. Je vous invite à lire... Alors, je suis désolé, c'est de l'autopublicité. J'ai écrit un livre qui s'appelle Nature et préjugés, convier l'humanité dans l'histoire naturelle. Et en fait, j'ai tout un chapitre où j'explique qu'il n'y a pas d'équilibre. Ça n'existe pas, l'équilibre. L'évolution génère perpétuellement de nouvelles espèces, de nouvelles adaptations. Le monde change, que ce soit le monde culturel ou le monde biologique, il change en permanence. Ce qu'il faut, c'est gérer des dynamiques. Et dans les antibiothérapies, comme dans les applications de pesticides, il faut avoir une vision évolutive. Il ne faut pas remporter des victoires à la Pyrrhus, ce général romain qui gagne une bataille en détruisant son armée. Donc il a perdu la guerre. Il ne faut pas utiliser les molécules d'une façon qui permet qu'il y ait une issue de secours. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on fait dans le cas des trithérapies, c'est utiliser les molécules à plusieurs à la fois. Alors là, la probabilité que quelque chose devienne simultanément résistant
à 3, 4 ou 5 molécules à la fois, ça ne marche pas. C'est pas possible. Et du coup, comme il n'y a pas de résistance, vous n'êtes pas obligé d'augmenter les doses et vous restez à des doses respectables. Donc la première perspective, c'est d'avoir des stratégies qui gèrent l'évolution et non pas le succès à court terme, mais qui gèrent l'évolution des adversaires. Et la deuxième chose, c'est dans la panoplie de choses qu'on va entasser devant l'adversaire pour qu'il ne puisse pas trouver la sortie, puisque le but est de mettre plusieurs obstacles, il y a aussi les obstacles vivants, les haies, les rotations longues où la même culture ne revient pas avant 5 ou 10 ans. Alors là, les pathogènes, ils sont raides morts, hein, ils ne sont plus là. Les hétérogénéités du paysage, les mélanges de semences, des semences modernes et performantes, mais en mélange de façon à avoir des résistances différentes mélangées. Les mélanges de cultures. Alors, je vous donne les chiffres maintenant. Une haie, 80% de réduction de propagation des maladies. Des mélanges d'espèces différentes, 40% de réduction des propagations des maladies. Des mélanges de variétés, de 10 à 50% de réduction de propagation des maladies. Vous aurez à sulfater, et éventuellement avec un mélange de pesticides pour éviter les résistances. Mais rarement. Le cocktail de solutions pour faire des murs face à l'évolution de nos adversaires et non pas remporter ces victoires à la Pyrrhus qu'on remporte en utilisant une seule arme à la fois. Ça s'appelle l'agriculture évolutive et ça c'est un concept plutôt hors des cadrans, même d'ailleurs je pense de l'agroécologie. Si je peux faire ici la critique de ça, l'agroécologie est efficace immédiatement, elle s'inscrit assez peu actuellement dans des dynamiques évolutives. Non, en fait, j'aurais voulu avoir le temps de vous poser une dernière question, mais vous avez un rendez-vous. Non, on a le temps? Bon, bah alors, on la prend. Alors, bonjour. Sur des territoires comme en Normandie, le compost vient concurrencer les apports organiques issus de l'élevage. Voyez-vous d'autres débouchés au compost que la rémédiation des sols agricoles? Merci. Alors, on a eu une séance à l'Académie d'agriculture la semaine dernière qui est en ligne sur la matière organique. Et en fait, il y a un grand conflit sur l'utilisation de la matière organique qui est en train de se faire. Qu'elle soit issue de nos poubelles, qu'elle soit issue de l'élevage, dont une des fonctions est de produire de la matière organique, ou qu'elle soit issue de cultures menées en hiver, des cultures intermédiaires, qui n'ont d'autre but que de faire de la matière organique et qui n'ont pas le but d'être récoltées en elles-mêmes. Il y a deux grandes utilisations. La première est énergétique, c'est la méthanisation. Et c'est une bonne idée. Sauf que le carbone fixé retourne dans l'atmosphère, vous avez 1 an d'immobilisation du carbone. Mais ça fait de l'énergie, bon, qui est plutôt propre. Et puis vous pouvez toujours utiliser les résidus comme engrais. C'est comme des engrais minéraux, ça a les mêmes qualités, les mêmes défauts. C'est ni pire, ni meilleur. C'est pas top, mais au moins c'est recyclé. Bien. L'autre chose, c'est de mettre cette matière organique dans les sols, et là, elle amènera de l'azote et du phosphate, mais elle amènera aussi ce qu'elle est. Et je vous rappelle que la matière organique, ça lutte contre l'érosion, ça fixe du carbone, et là, pour des durées qui sont variables selon les sols, mais qui sont séculaires, on va dire. Ça retient l'eau, c'est anti-érosion, je l'ai dit, hein. Et puis c'est bon pour le climat. Ah oui, ça nourrit la vie du sol. Bon, donc, si vous voulez, il y a ces deux utilisations, et le gouvernement a très nettement dit dans les lettres de cadrage que la priorité, c'est d'entretenir les sols. Évidemment, nous sommes enfants des sols. C'est entretenir, sinon notre famille, du moins ce dont nous sommes issus. Sauf que dans la réalité, l'urgence énergétique fait qu'aujourd'hui, les plans de développement de méthanisation font qu'en fait, toute la matière organique, si on arrive en 2030 à l'objectif, toute la matière organique va partir dans les méthaniseurs. Il faudrait qu'on ait une gestion en père de famille de tout ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas contre la méthanisation, on n'est pas contre les mettre dans les sols, on n'est pas pour ou contre, on arrête d'opposer les modèles, on trouve les bonnes complémentarités par bassin de production. Et on les pense. On ne se laisse pas déborder par notre soif d'énergie au risque de nous affamer. J'ai un dernier petit point. On a parlé de l'importance du narratif pour effectivement sensibiliser les populations. C'est hyper important. En tant que paysan, moi j'ai un autre sujet de préoccupation, c'est le renouvellement de génération. Parce que le métier d'agriculteur, c'est un métier qui n'est pas si simple que ça, avec des revenus pas forcément garantis. Donc c'est là où j'espère que Veolia va apporter un peu de lumière au fond du tunnel. Mais je pense que les scientifiques ont aussi un rôle, au-delà du narratif, c'est peut-être pas leur métier, hein, donc c'est comment délivrer de nouvelles solutions de culture simples et faciles à s'approprier, en fait. Parce qu'effectivement, je suis très admiratif d'un agriculteur bio. Il faut être hyper compétent pour faire du bio. Moi, je suis un paysan de base. Je ne suis pas très malin, en fait. Je fais comme l'INRA m'a dit de faire depuis des années, machin, etc. Et donc, la restauration des sols,
l'amélioration des rendements, l'augmentation de la matière organique, etc., ça demande de nouvelles cultures, de nouvelles méthodes de culture. Et moi, ma demande auprès des scientifiques, c'est d'essayer de vulgariser ça de façon assez simple, parce que sinon, les nouvelles générations se disent, oh là, paysans, ça ne gagne pas de fric. En plus, c'est de plus en plus compliqué. Et c'est un vrai enjeu de société, ça aussi, hein, le renouvellement de générations dans le monde agricole. Alors, je voudrais juste, pendant que le micro circule, dire que moi aussi, je suis effrayé de voir que les jeunes ne vont pas vers l'agriculture. Et ce renouvellement, il est vital. Et moi, j'ai pensé les programmes du secondaire avec aussi cette perspective, mais avec 1 heure par semaine, comment la faire vivre. C'est vraiment vital, ce renouvellement. D'autant plus que ça peut être des métiers épanouissants. Moi, j'ai grandi à la ferme, donc je peux vous le dire. Hein, ça a teinté ma vision du monde vivant d'une couleur que je ne vois pas dans la vision de mes collègues parfois. Non, il y a, pour expliquer ce que vous dites, il y a un concentré de Paul Valéry. Tout ce qui est simple est faux, tout ce qui ne l'est pas est inutilisable. Et on est dans ce truc-là sans arrêt marcher. Et la question à continuer à travailler beaucoup sur l'agriculture, on est au cœur de l'affaire. C'est une galère incroyable d'être dans le bio. Mentalement et évidemment économiquement. Et alors en bio de conservation, c'est encore pire. Mais ça peut se faire, il faut qu'on aille chercher ça. Aujourd'hui, l'INRAE a des fermes, les fermes défient plus de 6000 fermes, où l'INRAE intervient dans la gestion de la ferme et teste des choses et regarde jusqu'à l'aspect financier comment ça marche. Ça, c'est la première chose. Mais je vais vous dire, la deuxième chose, c'est surtout cet espoir que si les citoyens prennent les choses en main, on comprendra la chose suivante, qui pourrait vous paraître un oxymore, c'est que l'agriculture ne sert pas à nourrir l'humanité. Alors pourquoi ça ? Parce qu'elle est multifonctionnelle. Elle occupe dans notre pays 50% du territoire, 33% en moyenne à l'échelle globale. Une de ses fonctions, c'est de construire le paysage, avec éventuellement sa valeur touristique. Une de ses fonctions, c'est de gérer l'endroit où est reçue l'eau et de permettre que cette eau soit conservée et purifiée. Une de ses fonctions, c'est de faire de l'eau. Comme quand il pleut, l'air du sol ressort avec soit purifié, soit éventuellement intoxiqué de choses qu'il y a dans le sol. Ça fait aussi la qualité de l'air. Rien que ça. Et puis ça fait l'alimentation aussi. Donc il faut comprendre que l'agriculture, c'est quelque chose de multifonctionnel et qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre juste pour le prix de la crémière. En d'autres termes, demain, il faut comprendre que le revenu agricole ne peut pas seulement être basé sur la production alimentaire. Et peut-être que ça, cette espèce de multifonctionnalité de l'agriculture, c'est une des choses qui peut réenchanter la vision qu'on en a et transcender la guéhenne actuelle qui ne donne pas envie aux jeunes d'aller vers l'agriculture. Parce que oui, l'agriculture est l'avenir de l'humanité, mais en plus, elle peut être l'avenir de certains jeunes en termes professionnels. Et ça, il faut qu'on le reconstruise. Et peut-être vous, à Veolia, vous pouvez aider à véhiculer ces idées-là. Hein. Vous en avez plus les moyens qu'un universitaire. Pardon de parler d'argent pour terminer, mais vous en avez plus les moyens que moi. Vous êtes un bon parrain. Hein. Alors, ensemble. Merci beaucoup. N'hésitez pas à répondre au questionnaire de satisfaction. Voilà, si vous avez des remarques. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonne journée à tous.